Si de tels pouvoirs tu détiens, pourquoi chercher à fuir? Allez, Tom, finissons comme nous avons commencé. Ensemble! Le roi Théoden fait face seul. Non, pas seul. C'est un pot de cartes. Bonjour à tous et bienvenue dans Retour vers le cinéma, le podcast qui analyse des films une fois par mois. Donc moi c'est Matou. Oh putain mais tu fais chier. Désolé. Ouais, c'est pas grave, vas-y. Allez, moi c'est Momo. Et moi c'est Steven. Et nous allons analyser aujourd'hui le film 3 de Wolfgang Petersen avec Brad Pitt, Eric Bana, Diane Kruger, Orlando Bloom et ainsi de suite, tous les autres que je ne citerai pas. Donc avant de commencer l'analyse du film, un petit préambule. Le film ne retrace quasiment pas du tout la réelle histoire qui est écrite dans l'Iliade, donc je vais vous faire un petit résumé. Le conflit donc de Troie oppose d'abord les Grecs de Grèce et les Grecs d'Asie mineure, de la ville de Troie. Il aurait été raconté par Homère, qui dans l'Iliade raconte uniquement la fin du conflit, c'est-à-dire les 6 dernières semaines. Donc ça commence à la base au mariage de Pélée et Thétis, donc une divinité et un mortel, qui sont les parents d'Achille, et où une déesse n'est pas invitée et qu'elle balance une pomme dorée avec marqué pour la plus belle. Donc en grec ça nous donne Tikalisti. Ça ce n'est pas, voilà. D'ailleurs on voit Thétis dans oui, le film. Et c'est la seule divinité qu'on voit d'ailleurs. Ensuite, donc 3 déesses se la disputent et Zeus décide de demander à un mortel de départager. Donc c'est Paris qui va départager les 3 déesses. Athéna lui propose une victoire militaire éternelle, Héra lui propose le contrôle complet de l'Asie mineure et Aphrodite lui propose la plus belle femme du monde. Évidemment, Paris, en grand romantique qu'il est, va choisir la plus belle femme du monde. Et c'est ainsi qu'il se retrouve à piquer Hélène à Ménélas, un roi de Grèce, donc le roi de Sparte, qui est lui-même le frère d'Agamemnon, le roi de tous les rois de Grèce. C'est donc avant de partir en guerre que Agamemnon récupère tous les héros grecs, donc Ajax, Diomède, Ulysse, Nestor, Achille et tous les autres. D'ailleurs, il y avait 2 Ajax, dont un qui s'est fait tuer bêtement, mais on en reparlera peut-être. Et avant de partir, Agamemnon provoque Artémis, la déesse de la chasse, qui lui demande en sacrifice sa fille. Donc il a dû sacrifier sa fille pour pouvoir partir en guerre. Et donc les 6 dernières semaines, on a Ménélas qui va défier Paris, mais qui est tué, donc ce dernier est tué, et sauvé par Aphrodite, miraculeusement, et ça on ne le voit pas dans le film par exemple. Diomède affronte Artémis et Arès en duel, donc 2 dieux, et Ajax affronte Nestor, mais personne gagne puisqu'ils sont à force égale. Hector, pardon. Mais personne gagne puisqu'ils sont à force je me égale. demandais parce que tout à l'heure t'as dit... Enfin Nestor... Oui, Nestor c'est un roi de Grèce. Ben, c'est le vieux monsieur qu'on voit qui est conseiller d'Agamemnon dans les premières scènes. D'accord. C'est lui Nestor. Je pensais que tu t'étais trompé avec Hector au Non, début. Voilà. les deux C'est existent. du coup qu'il avait pas été mis justement dans le film. Non, il a été mis Nestor. Et donc... Rien à voir avec Nestor Burma du coup. Non, rien du tout. Et donc Patrocle entre en scène, il essaye de convaincre Achille de lui prêter son armure puisque Achille s'est retiré de la bataille parce qu'Agamemnon lui a pris Briséis. En échange d'une autre captive qui a été libérée, qui s'appelle Chryséis et qui était la fille... Briséis qu'on va revoir dans le film d'ailleurs. Oui, La qu'on va cousine revoir dans le film. de Paris, c'est... Alors non. Non, c'est pas ça. Alors dans le film oui, Dans le film. mais dans l'histoire réelle de l'Iliade, non. Et donc Achille s'est retiré de la bataille, Patrocle lui demande son armure, et Achille la lui donne de son plein gré. Alors, dans le l'Iliade. film, il ne la donne, Voilà. la donne pas. Non, pas du tout, et Patrocle la prend. Non, il lui vole. Il lui vole, Voilà, ouais. c'est ça. En faisant croire à l'armée qu'il est Achille. Exactement. C'est même l'un des personnages qui disait qu'il lui ressemblait beaucoup par rapport à ses gestes et tout. C'est ça. Oui, puis dans le c'est, film d'ailleurs, il lui Laurent qui dit ça. il lui ressemble d'ailleurs. Ouais, Il ouais. a la coupe de cheveux. Ouais. Et donc, Patrocle se fait tuer par Hector. Achille est fou de rage parce que c'est l'amoureux en réalité d'Achille. On en Patrocle. reparlera. On en reparlera dans le podcast. Et donc, Achille est très mécontent puisque Hector, en ayant tué Patrocle, a dépouillé Patrocle concrètement. C'est-à-dire que de son corps, il reste que le corps. Il n'y a plus d'armure, il n'y a plus de casque, il n'y a plus rien. Donc Achille va demander à Héphaïstos, le dieu de la forge, de lui forger une nouvelle armure. Poséidon va lui offrir 2 chevaux, Bélios et Xanthos, des étalons noirs magnifiques apparemment. Et Achille va se venger va venger Patrocle en tuant Hector et en le traînant 12 fois autour de la cité de Troie. Priam, le père d'Hector, vient récupérer le corps de son fils et obtient 12 jours de paix et le récit normalement s'arrête là.
Les récits de l'Iliade s'arrêtent là. Ensuite, on part dans l'Odyssée, où là, on a la reine des Amazones, Penthésilée, qui vient se faire tuer par Achille, mais Achille tombe amoureux de son cadavre. Ça, c'est pas du tout mis dans le film, et c'est dommage, parce que ça aurait été marrant. Attends, juste un truc, excuse-moi, oui. tu dis que ça s'arrête là, mais alors tout l'épisode avec le cheval de Troie. C'est dans l'Odyssée. C'est dans l'Odyssée. Ah, je savais pas. Et oui, parce que du coup, en fait, le cheval de Troie, c'est Ulysse qui l'a créé. Oui, bien sûr. Et l'Odyssée, c'est littéralement, en fait, le nom grec de Ulysse, c'est Odysseos. Donc en fait, l'Odyssée, c'est le nom de, enfin le récit de Ulysse. En oui, fait. et ça se passe autour de lui. En fait. Donc ça se passe que autour de lui, alors que l'Iliade se passe autour d'Achille. D'accord. Donc voilà. Okay. Ensuite, on a Cassandre qui prédit aux Grecs, la défaite, aux Troyens la défaite, mais sauf que personne la croit. Pareil pour Laocoon, un prêtre qui a prédit la défaite des Troyens et qui se fait tuer par 2 serpents en plein discours. Et là, le cheval de Troie entre en ville. Il rentre par la porte qui est abattue exprès, parce que le cheval était exprès plus grand que la ville pour que la porte soit abattue et qu'elle reste ouverte pendant la nuit. Les bateaux grecs étaient stationnés et cachés un peu plus loin dans une île, et du coup, le siège de Troie, enfin la rentrée dans Troie pour le coup est très bien faite dans le film, donc je repasserai pas dessus. Et Andromaque, la femme d'Hector, sera capturée par le fils d'Achille qui s'appelle Néoptolème, qu'il a eu pendant qu'il était caché sur une île, enfin bref. Ça, c'est un autre débat. Et le fils de Andromaque et Hector sera jeté des murailles. Voilà. Et Achille sera tué par une flèche de Paris. Okay. Voilà, donc l'histoire réelle, c'est celle-ci. Okay. Enfin, celle qui est issue d'Homère. Celle qui est issue d'Homère. Alors, lequel des Homères, on ne sait pas, parce que là aussi, il y en a eu 12 des Homères, apparemment. Ouais. Donc, voilà. Donc, on ne sait pas. Okay. Voilà. Ouais, donc c'est bien un péplum. Ouais. Oui, c'est bien un péplum, effectivement. Selon la définition, film à grand spectacle sur l'Antiquité. Oui. Et alors, peut-être, comme d'habitude... oui, et je vais vous lancer sur la première scène. La scène, donc on se rappelle, la bataille en Thessalie, qui, dans l'histoire avec un grand H, a eu lieu en 322 avant Jésus-Christ, menée par Philippe II, le père d'Alexandre, sauf qu'en réalité, dans le film, on est en moins 1250, donc c'est un petit anachronisme déjà de base. Mais on peut en parler déjà de la manière dont elle est jouée. Tu parles des premières images. Premières images. En fait, des images avec le chien. Moi, j'ai vu des beaux paysages et on entend tout de suite une voix off qui nous parle, et ça revient énormément dans le film, de la pérennité des noms. Oui. Est-ce que les héros, est-ce qu'on s'en souviendra dans des siècles plus tard ? Et ça revient énormément. D'ailleurs, dans le film, c'est ce qui convainc Achille de mener cette guerre, en fait. Oui. Alors c'est sa propre mère, la déesse Thétis, qui lui dit ok, tu peux rester là, avoir des enfants, ils se rappelleront de toi, ça se passera bien, tu auras une belle femme, mais les petits-enfants de tes petits-enfants, c'est terminé, ils ne se rappelleront plus de toi. Alors que si tu participes à cette bataille, au siège de Troie, par contre on se rappellera de ton nom pendant des millénaires en fait. C'est pareil pour les milliers d'années à venir. C'est pareil lors de la rencontre entre Hector et Achille. Achille il dit ouais je vais pas te tuer maintenant parce qu'en fait j'ai pas de public en fait. Personne en fait sera au courant en fait de ça. Ouais, le soleil n'est pas assez haut pour tuer les princes. Tout à fait. Tout à fait. En fait, ça revient énormément dans le film. Ils veulent marquer l'histoire des humains de leur nom, en fait. C'est ce que j'ai retenu. Ouais. Et vous savez qui c'est qui parle d'ailleurs dans la voix off ? Alors, du coup, en quelle langue ? Dans toutes les langues possibles. Le même en fait, il y a un personnage, même en VO, ouais. Le même personnage qui, en fait, c'est celui qui fait la voix off, c'est un personnage du film. C'est Ulysse. Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. C'est Ulysse qui parle et le héros plein de sagesse, du coup c'est celui qui va faire la voix off. Mais c'est vrai, il parle, il dit moi j'ai connu ces hommes, j'ai vécu au temps d'Hector, j'ai vécu au temps, effectivement, à la fin. Et au temps d'Achille. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il a une place particulière, le personnage d'Ulysse dans le film. Il est secondaire. Non, en fait je comprenais pas parce que, je pensais que tu parlais de la vraie personne. Ah non, moi je parlais du personnage. Oui, c'est vrai d'ailleurs il le dit à Achille quand il reçoit, quand Ulysse vient, pendant qu'il s'entraîne avec Patrocle, Achille lui dit tu es le roi grec que je respecte le plus. En fait. De tous les rois de Grèce, c'est toi que je préfère le plus. Voilà. Je crois la réplique. Ouais. Moi je connaissais pas ce film, merci de me l'avoir fait découvrir, Matou. Il se trouve que j'avais des préjugés, j'avoue, sur ce film. Je pensais que c'était juste un blockbuster parmi d'autres, mais alors pour moi c'est pas non plus, il est pas dans ma top list. Mais je trouve qu'il est très agréable, il y a un très bon casting, on va en reparler. Je
pense. Bien sûr. Et du coup, je l'ai beaucoup apprécié finalement. Mais pour une autre raison aussi, c'est que moi quand j'étais petit, j'ai lu l'Iliade et l'Odyssée en français. Et en fait, c'est vrai que je m'étais attaché, moi je sais pas pourquoi, j'ai toujours été pour les Troyens. J'étais pour Hector par exemple, Priam, etc. Et je faisais pas gagner Ulysse et Ménélas et autres. Mais en fait, ce qui est bien avec le film, c'est que comme les personnages sont bien caractérisés par de grands acteurs et actrices, ça m'a replongé là-dedans. Voilà. Donc c'est un peu sentimental aussi. Effectivement, moi, le film est très sentimental aussi de mon côté. Je l'ai vu la première fois, j'avais je crois 8 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Et depuis, je l'ai vu une bonne quarantaine de fois, vraiment sans mentir, une bonne quarantaine de fois en plein de langues différentes. Là, que ce soit la version longue ou la version courte, concrètement, je l'ai séché le film. Et vraiment, je pense que c'est mon top 1 de films. Ah, carrément. Ouais, je pense que c'est mon top 1. Mais alors, du coup, tu dois attendre avec impatience là, l'Odyssée, le film L'Odyssée. Il va être trop bien, Ouais. je pense. De quel réalisateur? Christopher Nolan. Ah ouais. Donc, déjà, Ah oui, c'est forcément, oui. Donc. à voir en IMAX comme conseil. Ouais, Ça mais je vais aller le voir en IMAX, t'inquiète. Je vais payer ma place de cinéma pour aller voir ça. Donc, non, mais vraiment, en plus, moi j'étais très content de le revoir. Je l'avais déjà vu au moins une dizaine de fois. Et franchement, moi ça m'a beaucoup plu, notamment déjà la première scène d'intro, combat entre guillemets entre Achille et Boagrius. Ouais, qui est d'ailleurs un catcheur, lui d'ailleurs, professionnel. Et vous savez que cet acteur, on le voit dans d'autres films. Et moi, je vous conseille notamment, et à nos auditeurs, un film d'arts martiaux chinois avec Jet Li qui s'appelle Le Maître d'Armes, que j'aime beaucoup. Et bien, il apparaît. Jet Li s'affronte face à lui. Ok. Puis vraiment, par contre, j'ai vraiment aimé aussi le geste rapide d'Achille aussi, en ce moment-là. Donc ça met vraiment, tu vois, ça met un peu le film en haleine. Et surtout, ça montre aussi le personnage de Achille qui est en mode s'en fiche un peu tout. Entre guillemets, il a pas besoin d'entraînement, il se réveille bien après eux, il vient, il le tue, et le combat il finit quasi. Mais surtout, il se réveille, il était entouré de 3 femmes. 3 femmes, ouais. Donc 3 femmes totalement. Donc ça montre aussi le mec pas sérieux en mode où il se prépare pas pour le lendemain de la guerre, il est en mode je dors tard et. Oui, et puis tant pis. Ouais, tout à fait. Ouais, je suis demi-dieu et puis voilà quoi. Et puis ça montre aussi son côté distance avec le pouvoir, donc incarné par le général, alors désolé. Agamemnon. Merci, Agamemnon. Parce qu'il s'en fout complètement de lui. Et d'ailleurs, moi j'aime bien le passage quand il arrive finalement, effectivement très tardivement, ce qui est très drôle, parce que tout le monde l'attend. Et en fait, il arrive, et puis Agamemnon lui sort une remarque, il repart. Oui. il est carrément prêt à lâcher l'armée. Il lui a dit peut-être fallait-il remettre cette guerre à demain que tu sois reposé. Voilà. Et Achille, vraiment, il le regarde, mais 3 millièmes. Et après, pouf. Mais moi, puisqu'on parle de cette scène, moi je l'ai beaucoup aimée parce que c'est vrai qu'elle commence bien. C'est drôle entre le roi donc thessalien et Agamemnon, puisqu'en fait il propose finalement d'éviter la guerre en faisant combattre 2 héros. Et alors ça, je sais pas si c'est historique en revanche. Oui. Voilà. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que le roi thessalien, en fait, il a un sourire. Je sais pas si vous avez remarqué, parce qu'en fait, vu que son soldat il est méga balèze, il se dit personne va pouvoir le battre. Et du coup, je vais pouvoir remporter cette guerre facilement. Voilà. Mais même Boagrius, en voyant Achille, il a un sourire, il est là en mode. C'est pas lui, en plus, il pose 2 lances, donc c'est-à-dire qu'il a que 2 armes techniquement. Il a son épée, son bouclier, c'est tout. Et il se dit, je vais en faire qu'une bouchée, et au final, en un coup, bam. Il faut qu'on précise à nos auditeurs qu'il est immense, l'acteur. Oui, il est incroyablement. Mais il aura grandi en post-prod, non? En plus. Parce que Brad Pitt est quand même assez grand. Il est moins grand, mais 2m6 va les faire quand même, tu vois. Mais en revanche, ce qui est un peu dommage pour cet acteur, c'est un peu comme pour les femmes, mais là c'est un homme, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il est prétexte à chaque fois. Il est jamais développé. Par exemple, dans le film dont je parlais. La femme d'Hector? Non, moi je parlais de. Boagrius. Voilà. Mais... En fait, je parlais de cet acteur qui est vraiment puissant, qui est immense, qui est très musclé et tout, mais en fait, il est toujours utilisé que pour ce rôle. Ah, ok. Parce que dans le film dont je vous parlais avec Jet Li, le maître d'armes, il a la même scène quasiment. Il crie de la même manière en plus, et il se fait dérouiller par Jet Li, pareil, très rapidement, et on le voit plus dans le film en fait. Il est très peu. Et là, c'est pareil. Vous voyez, on le voit, il se fait dérouiller, et c'est terminé. Tu vois, je relance sur l'effet que pas beaucoup de personnages soient développés, notamment pour moi la femme de Hector. Moi, qui n'est pas du tout développée, et quasiment elle ne sert pour moi à pas grand chose. Alors je sais pas comment elle est dans les récits. Absente aussi, mais là pour moi c'est dommage parce qu'elle aurait pu être un peu plus présente, tu vois. Moi j'ai l'impression plus que limite Hector n'avait pas de femme presque.
Ouais, après ils ont quand même un bébé ensemble, et le bébé qui normalement finit jeté du haut des murailles, mais bon ça on l'a pas vu. Je pense on voit des bébés jetés du haut des murailles, mais... 2004 ils se sont dit on va pas montrer ça au cinéma. Ils l'ont montré, il y en a des bébés qui sont jetés. Ouais, non, mais là je pense qu'ils voulaient vraiment le faire comme dans les récits et ils se sont dit on va pas le faire. Mais vous avez oublié un truc, c'est qu'en fait, non, c'est normal que le bébé ne soit pas jeté. Puisqu'en fait, dans le film, je sais pas si c'est comme ça dans le récit d'Homère, mais en fait, grâce à Hector, qui prévoit déjà. Oui, elle s'en va. En fait, voilà, elle est protégée parce qu'elle passe par un passage secret avec son fils. Oui, c'est ça. Et parce que lui, il prévoit en fait que la mauvaise décision de son père, on va en reparler, je pense, parce qu'il y a un vrai problème avec Priam sur ça. Oui. C'est que, en fait, jamais Hector n'est écouté dans ce royaume. Jamais. C'est quand même hallucinant. Je crois que c'est Valé qui voulait pas de la guerre juste avant, à un moment une scène où il disait à son père non, on fait pas la guerre. Ouais. Évidemment. En fait, en plus, ils réussissent à gagner puisqu'ils repoussent en fait le siège de Troie contre Agamemnon. Oui, la première bataille à la plage. Et là, Priam consulte tous ses conseillers. Hector lui dit non mais c'est bon, ça y est, en fait on a gagné, ça sert à rien de... Et Priam, en fait lui à chaque fois il prend les mauvaises décisions. Oui, c'est ça. C'est hallucinant. Attaquons les 2 nuits, quoi? Comment ça? On a dit non, on a dit qu'on s'arrêtait là. Et au final c'est là où il y a eu la mort de Patrocle et c'est là où... Bon là on entre en même temps en fait dans la tragédie. La mort de Patrocle, oui. Oui, c'est vrai qu'en fait tout le monde s'attend à ce que ce soit Achille. Oui, moi, franchement, c'est l'une de mes préférées parce que là, tu vois vraiment le regret dans le regard d'Hector. Voilà, j'ai tué un gamin. Et oui, c'est ça. Ça, c'est fou. Et puis en même temps, on comprend pas parce qu'on pense que c'est Achille, mais la bataille, elle est tellement facile entre Hector et on se dit, mais attends, c'est pas possible. Donc, j'avoue que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Est-ce qu'il le tue aussi en l'égorgeant dans le récit? Oui. Oui, il est égorgé. Dans le récit. Oui, dans le récit, oui, il est égorgé. Alors juste puisqu'on parle, j'ai évoqué Priam, je voulais en parler parce que en fait c'est un très grand acteur, c'est Peter O'Toole, puisque c'est le grand acteur qui avait été le personnage principal dans mon film préféré, Laurence d'Arabie, le grand film des années 60 de David Lean. Mais, il faut le savoir que moi j'ai grandi du coup aux années 80-90 et il y avait un film en 84 qui s'appelle Supergirl qui était sorti. Et dans ce film de 84, eh bien, l'acteur Peter O'Toole jouait dans ce film. Voilà. Il était un proche ami, d'ailleurs on ne sait pas trop ce qu'il était, de Supergirl. Joué à l'époque par Helen Slater, qui était une femme magnifique. Quand j'étais ado, j'ai tombé complètement amoureux d'elle. Bref, en tous les cas, Peter O'Toole est excellent, je trouve, en revanche, dans ce rôle. Je trouve qu'il est vraiment très beau très bon acteur dans l'interprétation de Priam. Voilà. Oui, même dans la version longue, il est plus mis en valeur, je trouve. Parce que du coup, il y a des scènes, il y en a notamment une, en fait, ils ont vraiment été traîtres. Parce qu'ils n'ont pas coupé des toutes petites scènes, des scènes qui servent à rien, mais en fait, ils ont coupé des tout petits bouts dans plein de scènes. Ouais, c'est ça. Genre, par exemple, l'intro du début, elle y est pas. Le fait que Priam s'évanouisse complètement dans les bras de ses conseillers quand Hector meurt, ça y est pas dans la version courte. Ah oui, moi je l'ai pas vu celle-là. Et ben en fait, quand Hector meurt et que du coup Achille l'accroche à son char, c'est compliqué à dire, en fait, il y a un plan caméra en contre-plongée, je crois, du bas vers le haut, c'est contre-plongée. Contre-plongée. Voilà, en contre-plongée. Sur Priam qui d'un coup pouf tombe dans les vapes. D'accord, je savais pas. Voilà. Et j'ai pas vu. Et c'est dommage parce qu'en fait il le joue mais tellement bien, genre c'est un truc de fou. Il est d'abord, il sait plus quoi faire, il bouge un peu dans tous les sens, un peu autistement, il bouge dans tous les sens, et puis après boum. Je pense que ça grâce à la narration, je pense. Vu qu'il y a une musique un peu triste qui coule dessus. Mais parlons-en de musique. A été super bien. Est-ce qu'il y a d'autres passages qui ont été coupés parce que du coup je les ai pas vus. Il y avait des scènes avec la cousine, comment elle s'appelle? La cousine La cousine de Briseis et Brad Pitt aussi. Il y avait des scènes aussi qui ont été coupées de dialogue, de ce que j'ai vu. Oui, il y a des scènes de dialogue qui ont été coupées. Alors, puisque vous parlez de Briseis, juste une petite. Parce que moi, du coup, j'ai surtout travaillé les acteurs et les persos. En fait, Briseis, moi j'aime beaucoup cette actrice. Rose Byrne. Elle s'appelle Rose Byrne, ouais. Elle a un charme incroyable. Ah, oui. Moi, je l'ai découverte dans la saga X-Men à la base. Elle était sublime. Après, dans L'Empire voisin, mais je trouve qu'elle a un charme particulier. Elle est très belle, hein, vraiment. Oui. Voilà. Elle aurait pu être plus développée, je trouve. Après, mais de toute façon, on revient à ce qu'on disait. Moi, je trouve que les personnages féminins, là, pour le coup, ils sont sous-développés. Quoi. Oui. On est dans un monde de héros masculins. Oui, mais même Hélène, alors que c'est quand même un peu le point central entre guillemets de l'intrigue. Elle est complètement secondaire. Ouais, c'est ça, c'est dommage. Diane Kruger, magnifique, sublime dans ce rôle d'Hélène.
je suis d'accord, c'est un faire-valoir. De toute façon, je crois que, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'aucune femme n'est développée dans ce... Ouais, mais en même temps, c'est un peu corda avec le récit original de l'Iliade, parce que concrètement, dans l'Iliade, les femmes sont juste évoquées par leur prénom et c'est tout. Évidemment. Et parce qu'en fait, c'est bête à dire, mais on est dans une société masculiniste, oui, tout à fait. où en fait, la vertu, et c'est ce que prône l'Iliade, c'est la vertu, le fait d'être vertueux au combat, d'être courageux, et ça c'est pas accessible à des femmes en fait dans la société grecque comme on avait à cette époque-là, donc forcément non là bien sûr il faut effectivement pas d'anachronisme de toute façon, dans toutes les sociétés du monde de toute façon c'était des guerriers et du coup plus des hommes qui étaient mis en avant dans les grands récits quoi. C'est évident oui. Donc oui, alors sinon si on veut partir sur un autre item, la musique, partons sur la musique s'il vous plaît, parce que franchement c'est un chef-d'œuvre à lui tout seul. Des fois, alors sachez que sur YouTube, il y a une playlist, qui s'appelle Musique Troy Film. Je l'écoute en boucle. Je connais, ouais, moi aussi. Je l'écoute en boucle. Et il y a même des musiques que j'ai jamais repérées dans le film, et qu'en vrai, je sais même pas si elles existent vraiment, mais ils ont dû les faire pour le film, mais jamais l'utiliser. Et franchement, mais tout est excellent. C'est un truc de malade. Vraiment, tout est bien. Tout est à peu près gréquisant, on va dire, tout est à peu près, ou au moins oriental. Et franchement, tout est bien quoi. Moi, franchement, j'ai 3 scènes de musique qui me viennent en tête. C'est la scène d'entraînement entre Achille et Patrocle. Au début, il y a une bonne musique là, avec les chevaux et tout qui arrive, c'est trop bien. Deuxième, c'est lorsque Achille traîne le corps de Hector avec la musique qui fait derrière. Et troisième, lorsque Achille du coup pleure le cadavre de Hector. Ouais. Moi, ces 3 musiques-là, à ce moment-là, elles sont vraiment fortes. Ah oui. Dans le film, moi, j'aime bien le passage où il lui dit, il recouvre le cadavre pour le confier à Priam. Il lui dit... Nous nous retrouverons bientôt, mon frère. Mon frère, voilà, un regret encore, tu vois. Mais en fait, du coup, alors moi, j'avoue qu'effectivement, j'ai pas trop fait attention aux musiques, même si elles ont accompagné ce plaisir visuel. Mais je me suis surtout attaché, comme je vous l'ai dit, plutôt au personnage. Et moi, je trouve très pertinente justement l'évolution d'Achille. Oui. Parce que clairement, pour le dire trivialement, c'est un gros connard. Et en fait, il se complexifie effectivement avec le. En fait, il apprend, il est en apprentissage. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça pertinent. Et je me demande si c'est pas du coup le personnage féminin que je retiens jamais son nom, la cousine de. Briseis. C'est peut-être un peu elle qui l'a aussi un peu totalement aidé. Oui, ça joue. Mais en même temps aussi, la fameuse scène qui est sublime entre lui et Priam, où Priam vient réclamer à genoux le corps de son fils Hector. Il est vraiment touché par cette scène. D'ailleurs, c'est très beau, il le relève. Parce qu'en fait, au début, il ne sait pas qui c'est, et quand il se présente, il sait que c'est Priam, c'est pas n'importe qui. Il le relève parce qu'il était à genoux. J'ai trouvé ça très beau aussi. Je dis même, je crois, je te respecte plus en tant que roi, ou tu fais un meilleur roi que Agamemnon. Ah bah, clairement. Tu es un bien meilleur souverain que celui qui dirige cette armée. Ouais, voilà. Je crois que c'est ça la réplique. Et bah, c'est clair qu'il n'a que mépris pour Agamemnon et il respecte Priam. Pareil aussi avec Briseis, du coup, il la laisse aussi partir avec lui, donc il y a vraiment aussi ce truc-là de. En fait, moi, je veux pas vous faire la guerre, entre guillemets. D'ailleurs, puisqu'on parle d'Agamemnon, il faut quand même là en parler, parce que moi j'adore cet acteur. Cet acteur, ce personnage, beaucoup moins. Brian Cox, je trouve qu'ils ont trop bien choisi, parce que je sais pas si vous le connaissez, mais moi par exemple, c'est une série qui est dans mes top 5, c'est Succession. C'est une série HBO, mais incroyable, j'adore. Et Brian Cox, il joue justement le milliardaire, parce que ça parle d'un milliardaire un peu à la Trump, en fait, une sorte de gros connard, qui en fait déteste ses enfants et qui fait tout pour les empêcher de succéder, donc d'hériter de sa fortune. Et Brian Cox, à chaque fois, je trouve qu'il est très bon dans ces rôles-là, d'homme puissant, et en même temps ultra avide donc de pouvoir, de tout ce que vous voulez. Et là, encore une fois, il est là-dedans. Parce que si vous vous rappelez aussi, son propre frère, donc Ménélas, en fait, il en a rien à foutre de lui et du fait que sa femme a été... Enfin, elle s'est fait... comment dire... en fait... raptée, quoi. Voilà, merci. Enfin, que sa femme a été raptée par les Troyens. En fait, il s'en fout. En fait, il utilise ça comme... D'ailleurs, il le dit même dans le film. C'est un prétexte pour qu'il puisse conquérir Troie, en réalité. La femme de mon frère toujours été d'une grande stupidité, mais elle s'est avérée d'une grande utilité. Petit rire maléfique. Oui, il faut préciser pour les auditeurs que Mathieu connaît le film par cœur. En anglais et en français. Je le connais par cœur en 2 langues. Voilà. Et tu vois, en parlant des acteurs, moi j'ai bien aimé aussi Domhnall Gleeson qui joue du coup Ménélas. Oui. Qui d'ailleurs joue Maugrey dans Harry Potter d'ailleurs. Bien sûr. Je me suis dit, j'ai déjà vu quelque part. Et c'est également le père
d'un personnage d'un acteur que j'adore. J'ai plus le nom, mais il joue l'un des frères Weasley dans Harry Potter. Il joue aussi dans Star Wars. Ah, je pourrais pas t'aider. C'est un. Ah, c'est le père d'un des jumeaux, non? C'est pas ça? Pas le jumeau, mais un des frères. Pas son nom. Bah, c'est Percy. Non, c'est Charlie, mais il joue le rôle. Enfin, son père, du coup, c'est Donald Gleeson. Non, ce que je raconte. Mais là, du coup, c'est Brandon Gleeson, j'ai confondu. Et son fils, du coup, c'est Donald Gleeson. Il a joué peut-être dans un film que tu peux connaître, dans Ex Machina. Il a joué. Alors, j'ai vu ce film, mais je me rappelle plus du tout de l'avoir vu dedans. Oui. Alors, c'est lui, je sais pas ce qu'on va voir, mais du coup, c'est celui-là. Oh là là! Et du coup, donc, lui, du coup, c'est son fils. Ah oui, d'accord. Du coup, donc, mais pour moi, Ménès, il joue vraiment super bien. Oui, et je trouve qu'il. Et puis même, niveau costume, il a une carrure. En fait, il en impose, même je suis sûre à poil, il en impose. Alors en plus avec le costume qui est extrêmement bien fait. Ouais, non mais enfin c'est pour dire que concrètement déjà lui-même sans forcément de costume en impose. Oui, tout à fait. Mais alors avec le costume qui est magnifique, pas historique pour un bal, mais magnifique. Mais du coup je vais encore insister là-dessus. Mais il impose d'autant plus quand il est dans le duel avec Paris quoi, qui est efféminé, qui est très bien joué par Orlando Bloom, très jeune d'ailleurs à ce moment-là. Oui. Et je trouve qu'entre les deux il y a un fossé. Et d'ailleurs, en fait moi j'aime beaucoup quand ils se battent et que au début on sait pas trop ce qui va se passer, mais on voit le rire de Agamemnon devant cette bataille complètement inégale en fait. Oui. Parce qu'il est très content qu'il va se faire dérouiller finalement. Oui. Orlando Bloom aussi pas mal dans le rôle aussi, et d'ailleurs il est quand même à son approche à ce moment-là, il a quand même derrière le Seigneur des Anneaux en tant que Legolas, il a quand même le rôle de Will Turner dans Pirates des Caraïbes, donc là il est vraiment à son prime à ce moment-là, donc pas mal pour son rôle aussi. Et d'ailleurs j'ai vu une interview de lui qui disait que en gros 3 avait été la pire décision de carrière qu'il ait pu avoir. Ah ouais? Oui. Ah bon? Parce qu'en fait il a pas du tout aimé le tournage et c'est ça, et en fait son personnage le personnage a réduit l'humain à en fait ça, et parce qu'en fait c'est tellement bien joué qu'en fait les gens l'ont pris pour comme si c'était lui-même en fait. Ah mais ça c'est le grand problème. Est-ce que vous vous souvenez dans notre épisode sur Misery? Oui. Vous vous souvenez quand je vous avais dit que en fait l'acteur qui a joué là du coup j'ai oublié son nom, peu importe, celui qui donc le grand écrivain, oui. En fait le véritable acteur qui a donné son accord pour jouer ce rôle, ça a été très difficile pour le trouver. Parce que ce rôle a été proposé à plein de grands acteurs qui ont refusé. Pourquoi? Justement pour la même raison. Et oui. C'est que l'acteur est passif. Il se fait maîtriser et contrôler par une femme. Et du coup, même si c'est qu'un personnage, en fait, ils avaient peur, les autres acteurs ayant refusé le rôle, que ça leur colle à la peau. C'est ça. Vous voyez? Donc on revient à la même question. Et le fait que malgré que Paris du coup tue Achille à la fin, du coup ça relève pas du tout pour moi l'image d'Orlando Bloom en fait sur le rôle aussi. Non, parce qu'il le tue facilement. Ah oui. Il est à peine à 20 mètres. Il est à peine à 20 mètres avec un arc hyper cool. Petit clin d'œil ou pas, mais pas mal parce que je sais que Orlando Bloom du coup aime beaucoup les arcs. Apparemment son arme préférée, notamment du coup avec son rôle de Legolas. Du coup là aussi le petit clin d'œil. Vous allez rire, mais j'avais complètement zappé que Orlando Bloom était effectivement l'elfe dans... Oh là là, j'avais complètement zappé. Et il joue tellement bien aussi, mais moi ça me bien, c'est qu'il était à l'aise avec l'arc, c'est ce qu'il disait en plus d'ailleurs. Ouais. Alors du coup, je vais apporter un élément en plus sur lui, parce que tu disais, ou je sais plus, peut-être Momo, que ça a un peu cassé son image, mais en fait ça l'a pas empêché, donc c'était Momo, qu'en 2005, moi, il y a un film que j'aime énormément, peut-être un jour on le fera, je sais pas, ça s'appelle Kingdom of Heaven. Ah ouais, je l'ai bien, il est bien ce voilà, film. Ouais. De Ridley Scott. Ouais. Ça se passe sur les croisades entre chrétiens et musulmans. Moi, je le recommande chaque année à mes étudiants. Et en fait, là, il a un très grand rôle, Orlando Bloom, et du coup, il est beaucoup plus guerrier, justement. Donc, il a complètement rattrapé cette image de pleutre qu'il a dans... complètement. Et ça date de 2005. Donc c'est juste après. En fait. Même si pour moi, son image pour moi n'était pas mauvaise dans le sens où, encore une fois, je le rappelle, il sortait quand même de 3 films du Seigneur des Anneaux, donc avec Legolas, et il sortait du premier film de Pirates des Caraïbes, où là il est un peu aussi guerrier. Donc pour moi, en fait, c'est pas juste un rôle qui va vraiment te rabaisser entre guillemets. Certes, s'il faisait que ce genre de rôle, je pourrais comprendre qu'ils le prennent comme ça, mais là pour moi il n'y avait pas raison en fait de le prendre. Et puis on a un autre exemple aussi là-dedans, dans Gladiator, Phoenix. Et il a un rôle détestable avec. On le déteste, mais on l'adore en même temps. Voilà, c'est ça. Donc là, il est vraiment. On a envie de le tuer. Ça n'empêche pas de. Et parce que ça montre aussi que l'acteur aussi joue très bien le rôle, parce que sinon, on dirait pas ça. Oui, commode, je cherchais le mot. Oui, commode, effectivement. Bon, est-ce qu'on parle du problème de Patrocle? Oui. C'est qui, Patrocle? Alors,
Patrocle dans l'Iliade, et d'ailleurs comme c'est très bien retranscrit dans et je viens de perdre le titre du livre, c'est dans Le Chant d'Achille, voilà. C'est un livre qui est très récent et c'est très bien retranscrit là-dedans. Et normalement l'amoureux éperdu d'Achille, c'est-à-dire que Achille, quand il était jeune, s'est vu introduire dans son palais notre cher Patrocle, qui du coup avait été exilé du sien parce qu'il a tué malencontreusement deux enfants nobles. Et donc, il s'est fait exiler, il est arrivé dans la cour d'Achille, et c'est là qu'il a commencé à tomber amoureux. Mais sans jamais lui en parler, en fait. C'est-à-dire que juste, il le regardait tout le temps, et en fait, il se cachait. C'est quand Achille a dû partir pour aller se faire éduquer par le centaure Chiron, qui a éduqué tous les grands héros grecs. Enfin, en tout cas, une grande partie, il a éduqué Jason, du coup Achille, Ulysse y est passé aussi pour lui demander conseil. Donc c'est quand Achille a dû partir que là Patrocle s'est dit mais moi je peux pas vivre sans lui en fait. Donc il l'a suivi. Et c'est ainsi que du coup Patrocle devient le guerrier qu'il est ensuite grâce à l'éducation qu'il a reçue avec Achille. Et ce dont Thétis était totalement opposé, c'est pour ça qu'elle a fait partir Achille en partie, qu'elle a fait partir Achille sur une île dans un harem déguisé en femme. Pour échapper de une à la guerre de Troie, pour pas que Ulysse le trouve, et de deux, pour échapper à son amour de jeunesse Patrocle. Donc Patrocle, normalement, est l'amoureux et conduit de Achille. Alors, ce qui est complètement évacué dans le film. Ce qui est complètement évacué. Puisque c'est son sauf cousin. Que, voilà, c'est son cousin. C'est son cousin. Par contre, il le forme. Ça, oui, ça oui. Mais en revanche, j'ai une petite question du coup par rapport au récit d'Homère. Achille, parce que là il est présenté comme un tombeur masculiniste et autres, etc. Pas du tout homosexuel ni rien du tout. Mais est-ce que du coup dans le récit originel, est-ce qu'il est bi entre guillemets, est-ce qu'il aime aussi les femmes, quoi, c'est ça ? Je crois que oui, parce que du coup quand il était dans le harem avec les femmes, justement, il a eu un enfant avec Deidami, pardon, parce que je sais pas pourquoi je rajoute un deuxième da, avec Deidami, qui est du coup la fille du roi qui possède ce harem, et que en fait, du coup, il est tombé amoureux d'elle, et il tombe aussi amoureux de la reine Penthésilée. Bon, il tombe amoureux de son cadavre, donc il est à mon avis bi et nécrophile, mais ça c'est un autre débat. Là, ça passerait moins à la télé. Ça passerait moins à la télé, concrètement. Et mais donc oui, il a eu même un enfant avec Deidami d'ailleurs, Néoptolème, qui du coup va récupérer Andromaque et Astyanax. Juste tout à l'heure tu parlais d'un livre, donc j'ai fait une petite recherche en attendant, Le Chant d'Achille de Madeleine Miller. Oui, voilà, c'est ça. En 2011. Voilà. Et il a été édité en poche, donc il n'est pas très cher, il doit être à 8,50€, un truc comme ça. Bon, puisqu'on parle d'Achille, moi j'avais envie de parler du fait que j'avoue, franchement, Brad Pitt est sublime dans ce film. Oui. Ils l'ont bien fait, hein. Oui. Il est. Mais il a eu un entraînement très physique apparemment pour avoir la structure d'un. Ah, mais il est baraqué, ouais, clairement. Il a eu des séances de muscu là. Ouais, c'est-à-dire que l'objectif, je crois, des scénaristes et des metteurs en scène, c'était de le faire ressembler à une statue. Oui, c'est ça, ouais. Oui. Donc en fait, il fallait qu'il soit tellement sculpté, épilé au poil près, bronzé comme il fallait, blond comme il fallait, que en fait, même s'il est tout nu, on voit pas un poil. C'est ce qu'il fallait en fait. J'avais même vu ça aussi dans les critiques, enfin critiques non, mais dans les notes de scénario où en mode ils mettaient souvent des scènes un peu torse nu de Brad Pitt, justement pour montrer le corps qu'il a, c'est ce qu'ils avaient entre guillemets un peu à l'époque, se cacher un peu, avec vraiment le rapprocher au maximum d'Achille. En fait. Oui, puis il y a le fameux statuaire grec, sculpture du corps, enfin c'est quelque chose effectivement de très présent. Même dans ses gestes, c'était vraiment le plus lisse possible aussi. Oui, tout à fait. Et on le voit même aussi dans les combats en fait. Ouais. Notamment celui, le beau combat avec Hector. Ouais. Qui n'était pas chorégraphié d'ailleurs celui-là. Enfin d'après la rumeur que j'ai vue. Ok, vas-y, mais. Parce que moi j'ai vu une rumeur comme quoi. Là, je doute fortement qu'ils ne soient pas chorégraphiés. J'en doute aussi, mais en tout cas, la rumeur c'est que Eric Bana et Brad Pitt, donc Eric Bana qui joue Hector et Brad Pitt qui joue Achille, avaient parié $20 à chaque touche que l'un mettrait sur l'autre. Ah oui. Et du coup, celui qui gagnerait le combat à la fin gagnerait les dollars qui avaient été gagnés. Alors, ça, je l'ai aussi, ça c'est vrai, mais il y avait aussi un truc où ils ont dû mettre au moins presque une semaine pour la chorégraphier. D'où en fait le fait que tous les gestes sont vraiment fluides. C'est qu'ils ont appris leur courir. D'accord, ouais, donc effectivement j'ai pas. Ils avaient aussi un professeur. Un maître d'armes. Ouais, un maître d'armes pour ça aussi. Bien sûr. Les amis obligés. Mais attends, parce que c'est même pour ça que ça. Tu peux pas improviser un truc comme ça. C'est très rapide aussi. Parce qu'en fait, ils connaissaient vraiment par cœur la évidemment. Ils devaient apprendre la chorégraphie de l'autre, mais aussi la leur aussi. Bah oui, et ça c'est pareil, même dans les films d'arts martiaux chinois ou autres.
tu as un maître qui est là. Mais en tout cas, l'anecdote aussi de ça est vraie pour le coup. Ils avaient vraiment parlé aussi des trucs qui toucheraient l'autre. Et d'ailleurs, c'est Brad Pitt qui, dans le rôle d'Achille, évidemment, s'est cassé un orteil pendant le tournage. Si tu veux, je peux suivre. Vas-y. Donc Brad Pitt s'était réellement blessé au tendon d'Achille au passage, en préparant du coup le combat. Ce qui a du coup décalé le tournage de plusieurs semaines, donc ce qui fait parfait écho au mythe de la seule faiblesse du coup d'Achille. Voilà. Donc il a vraiment... Ah non, l'orteil c'est dans le Seigneur des Anneaux, c'est l'autre. Comment il s'appelle? Non, il y en a un qui shoot à un moment donné dans c'est Aragorn. Aragorn, et qui s'était pété un orteil. Non, j'ai confondu les deux. Mais alors, je pensais pas qu'on allait parler de Seigneur des Anneaux, mais il me semble aussi que dans le Seigneur des Anneaux, il y a eu un problème avec l'acteur qui interprète Frodon, il a failli se noyer véritablement. Vous savez, à un moment donné, dans le 2 je sais plus dans lequel, mais il a vraiment failli se noyer. Il s'est blessé parce qu'il a shooté en fait son pied, puisqu'il était pieds nus, évidemment. Et il y a eu beaucoup de problèmes. Un gros problème. Mais voilà, pour revenir donc dans cette anecdote de 3, Brad Pitt du coup sans le vouloir, du coup fait décaler le tournage. Puisqu'on parle d'Hector, moi je voulais dire que c'est mon personnage préféré déjà à la base dans la mythologie, mais là je trouve qu'ils ont vraiment dépeint un personnage qui est la conscience même. En fait, il est sage, il prend les bonnes décisions, malheureusement personne ne l'écoute, encore moins son père. Il tue Patrocle certes, mais il ne savait pas que c'était lui. Il lui accorde les honneurs. D'ailleurs, il demande à Achille, avant le combat, celui qui gagne doit donner à l'autre les honneurs. Malheureusement, ça ne va pas lui être accordé. Enfin, vous voyez, c'est un personnage vraiment qui est vraiment l'inverse d'Achille, en fait. La preuve, lorsqu'il tue Patrocle, il dit on arrête là le combat, c'est trop en fait. Tout à fait. Alors qu'ils avaient l'avantage. Alors que c'est ça en fait. Et puis pareil aussi, donc son père ne l'écoute pas, il veut poursuivre absolument les Grecs jusqu'au bout, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il a une intuition, il sent que, vu qu'il vient de tuer Patrocle aussi, il a vu de quoi de quoi Achille était capable, et en fait il planifie, il sait ce qui va se passer, et il prévoit avec sa femme justement de lui sauver la vie, la fuite, voilà. Parce qu'il sent que ça va pas être... Ça va tourner au vinaigre après sa mort. Exactement. Parce que Paris c'est clairement pas capable de gérer un royaume en fait. Déjà, Hector et Priam ensemble, ça aurait pu... Enfin, à mon avis, ça a fait un bon duo dans l'histoire, ça aurait pu faire un bon duo aussi, mais uniquement si Priam n'avait pas le truc de se dire moi, toutes mes guerres, je les ai gagnées. Parce que ça, c'est le truc aussi, c'est que les Troyens dans l'Iliade sont réputés pour avoir de une, des murailles indestructibles, et de deux, pour n'avoir aucune défaite militaire depuis la création de leur ville. Donc, Priam, galvanisé par ça, n'a pas le recul d'Hector qui, lui, est en mode bon... il faut quand même que je protège mon fils, qui est mon fils unique, alors que Priam a eu 80 enfants selon la légende. Avec, je crois, 7 femmes différentes, un truc comme ça. Donc ça fait un peu plus de 10 enfants par femme. Mais bref, donc Priam, concrètement, en termes d'héritage, ça passe. Mais par contre, Hector, peut-être il a le côté, moi je suis papa que d'un seul enfant, et c'est lui qui est amené à prendre le trône après ma mort, on va quand même se calmer le fion, et ensuite on va réfléchir. Donc à mon avis, il y a ce côté-là aussi qu'il faut lui faire ressortir. Mais moi, je le mettrais pas sur cette dimension rationalité ou intelligence. Moi, je le mettrais plutôt sur le lien avec les dieux. Et puis là, c'est important parce qu'on parle quand même, de l'Odyssée et de l'Iliade. C'est qu'on se rend compte bien, d'ailleurs, dans toute ta première introduction. En fait, les dieux sont très présents. Ah mais bien sûr. Mais dans le film, des deux côtés. Mais dans le film, ils ne sont pas présents. Il n'y a que Thétis. Voilà. Et donc, en fait, on a très bien compris ce qui s'est passé, que c'est une adaptation, en fait, où on a dégagé, en fait, les dieux. Et regardez ce qui se passe à chaque fois, c'est que Priam, il se fait avoir par qui? Par ses prêtres. C'est ça. Qui, eux, veulent réintroduire les dieux, en fait. Laocoon, notamment. Voilà. Alors que Hector, lui, il n'est pas là-dedans. D'ailleurs, à un moment donné, il blasphème, et son père lui reproche, il fait respecte les dieux. Et de combien de bataillons le dieu du soleil dispose-t-il? Voilà. Évite de te moquer des dieux. Mais on le voit aussi dans un autre passage, on voit qu'Achille, sans aucun problème, coupe la tête d'Apollon. Il coupe la tête de la statue d'Apollon. En fait, ils s'en foutent complètement, effectivement, des dieux. Mais parce qu'il les connaît, encore une fois, il les a côtoyés. Enfin, concrètement, Achille, dans la vraie histoire d'Achille qui a été écrite par les Romains, en fait, il côtoie tout le temps des dieux. C'est-à-dire qu'il côtoie Héphaïstos pour lui faire une armure, il côtoie Poséidon pour ses chevaux, il côtoie Athéna pour des conseils militaires, il côtoie tout le monde en fait. Vraiment, il est tout le temps avec des dieux.
Oui, et donc comme il est proche d'eux, il ne les fantasme pas. C'est ça, il les fantasme pas. Alors que les hommes, eux, les fantasment puisqu'ils ne sont pas proches d'eux. Mais il le dit ça, Achille, à un moment donné. Il dit je vais t'apprendre quelque chose qui ne t'apprend pas dans ton temps. Il le dit à Briseis. Il le dit à Briseis. Les dieux nous envient. Exactement. Ils nous envient parce que nous sommes mortels. C'est ça. Et que chaque minute peut être la dernière. Et que chaque instant peut être le dernier. Moi j'ai trouvé d'ailleurs, il lui dit à Briseis encore, il lui dit mais là nous ne serons plus jamais à cet endroit-là et tu ne seras jamais aussi belle qu'aujourd'hui, etc. J'ai trouvé ça très profond en fait. C'était même beau quand il a dit aussi que chaque instant en fait est magnifique. Il a un truc comme ça, en mode. Chaque instant est magnifique parce que nous sommes mortels et que ça peut être le dernier. Exactement, en fait. Il a la conscience de la tragédie. C'est ça. Alors que lui est techniquement immortel si jamais on ne le touche pas à son endroit où justement il est mortel. Voilà. En fait, la vie est plus précieuse que les dieux pour l'entre guillemets. C'est ça. Oui, on voit que c'est la grosse tendance du film. Bon, moi j'aimerais juste parler d'une magnifique scène que j'ai adorée, qui pourtant n'est pas très longue, elle est au début, je sais pas si vous vous souvenez. On voit donc Achille, interprété par Brad Pitt, en fait il marche. Derrière lui, il y a un bateau qui vogue sur l'eau, bleue profonde. On est au début, juste après la visite du récit. Ah, c'est un plan magnifique, j'ai trouvé. Oui, clairement. Je pense que c'est ce plan-là qui m'a fait tomber amoureuse de Brad Pitt. Je crois que c'est celui-là. Moi j'avais bien aimé la scène aussi de la préparation du combat contre Hector et Achille. Avec la musique qui suit, et même avant que je vois le film, pendant que je regardais le film, parce que je connaissais pas du tout l'histoire en fait de Troie, à l'époque, je savais directement que Hector en fait allait mourir. Oui. Notamment, alors, est-ce que c'est un clin d'œil, je sais pas, mais on voit sa femme à côté en train de dormir. Pour moi, du coup, ça faisait un peu un signe où, entre guillemets, elle est morte. Du coup, d'un petit côté, Hector en fait va mourir. Et je voyais Hector un petit peu, même là dans le film, dans un regard un peu stressé, anxieux, tandis qu'Achille lui était sûr de lui, il mettait son armée en fait avec une totale confiance, tandis que l'autre en fait était, entre guillemets, je vais peut-être pas revenir en fait, même quasi sûr en fait, je ne reviendrai pas. Limite avec de l'énervement pour Achille. Il est limite énervé, il arrache les trucs importants, il est vif. Hector il est plus dans le ralenti, il a vraiment, entre guillemets, il stresse de mettre en arme. Et je suis même pas sûre qu'il y ait du stress, je pense juste qu'il y a de l'acceptation de son destin. En mode, je profite de chaque instant. Je profite de chaque instant, et ça fait écho justement à la phrase qu'a dit Achille quelques minutes plus tôt. Il a conscience de la tragédie. Il est vraiment, je prends le temps de m'habiller parce que c'est la dernière fois que je vais le faire. Et qu'après, je ne pourrai plus jamais toucher à cette arme. Et on le voit, il sait qu'il dit adieu à sa femme et à son fils en fait. Mais en fait, là, du coup, ça m'amène, et ça tombe bien, à ma critique principale du film. C'est pour ça qu'il n'est pas dans ma top list en fait, c'est à cause de ça. C'est qu'il est prévisible en fait. Je trouve qu'il manque de complexité. On sait déjà à peu près tout ce qui peut arriver. J'ai une référence plus précise. Regardez au tout début, à la fête, quand il est chez Ménélas, donc chez les Spartiates. En fait, on sait déjà tout ce qui va se passer. Je veux dire, un clin d'œil à Hélène, bon, on a déjà compris qu'il va se la faire. On sait qu'il va. Il se l'est déjà faite. Il se l'est déjà faite. Donc là, je parle de Paris, bien sûr. On sait qu'il va la kidnapper. Enfin, on peut tout prévoir, en fait. Je veux dire, tout est lisible, malheureusement, et c'est ça qui est un peu dommage. On sent que Agamemnon, il va se faire aussi trucider tôt ou tard. Bon, après, on peut pas bien sûr tout prévoir. Ajax, on sait pas qui va mourir ou autre, mais. Je trouve que voilà, il est un peu trop simpliste en fait. C'est un peu le reproche que j'ai. Après moi ça j'accepte, vu que c'est du cinéma, on sait déjà entre guillemets ce qui va se passer, le méchant mourra tout le temps en fait. Donc moi je suis pas surpris. Oui mais c'est pas parce que c'est du cinéma, c'est parce que c'est un genre qui effectivement s'y prête. Et on connaît en plus déjà le récit originel, on sait que Hector va se faire tuer. Je suis d'accord, mais ça aurait pu... Peut-être un peu mieux tourné cinématographiquement, c'est ça ? Ouais, on aurait pu ajouter de la subtilité en fait. Et là, c'est plutôt dans l'adaptation du scénario au film, tu vois. Je pense surtout que le scénario, je pense qu'ils étaient plus là à être, il faut bien adapter et être cohérent dans les dates, je pense, même s'ils le sont pas vraiment. Non. Voire pas du tout. Non. Eux, je pense que c'est juste ça en fait, si vous voulez. Non, je pense que en fait, c'est l'écueil du film grand public. Oui, clairement. Il faut que ce soit compréhensif, je pense. Et en vrai, pour du grand public, il est pas si mal dans le sens où en fait, il donne tous les éléments qui sont. En fait, il fait un gros résumé de l'Iliade. Il y a tous les éléments qu'il faut, mais pas dans le bon ordre. Oui, c'est vrai. C'est vraiment extrêmement bien parce qu'en fait, quelqu'un que tu vas dire, tu vois le film 3, il va te dire ah oui, c'est vrai, le truc avec Hector, machin et tout. Et en fait, il va avoir des refs. Et il va surtout s'en souvenir. Et ça, c'est fantastique, je trouve. Mais justement, le problème de ça, alors c'est l'avantage, mais le problème, c'est que à être trop ludique, on tend la main en fait au téléspectateur, et du coup, il ne fait rien. C'est un blockbuster, quoi. C'est un peu ça qui est dommage. Mais bon, ça n'empêche pas que moi je l'ai apprécié, il est plaisant. En plus, j'aurais même envie de le revoir. Il est très agréable à regarder. Mais c'est vrai qu'il manque un peu de finesse en fait. C'est ça qui est un petit peu dommage. Oui,
Il manque de finesse et surtout, moi personnellement, par rapport au costume, parce qu'on n'en a pas parlé, les Grecs à cette époque-là avaient tous des boucliers ronds avec éventuellement un trou dedans, comme vous avez pu voir chez les Troyens pour mettre la lance, parce que c'était des lances qui faisaient entre 2 mètres et 3 mètres. Elle est pas au-dessus ? Je voyais Achille, je crois qu'il mettait son... Oui, mais aussi, mais en fait, ils peuvent avoir des boucliers avec des ronds, un petit trou, pour faire passer la lance, et justement, en fait, qu'elle soit plus stable, parce qu'elle est posée, et du coup, pour mieux embrocher. Mais c'est vrai qu'il le fait, Achille, hein, plusieurs fois. Oui, il le fait, mais il n'a pas de trou, par contre, lui. Ouais, lui, il n'a pas le trou, il le met au-dessus. C'est ça. Et donc, en termes d'armement, ils avaient donc des chaussures en cuir, ça, des espèces de petites sandales, une tunique assez courte avec une ceinture et une cuirasse en cuir. Et ben, globalement, c'est tout. Un casque. Et en fait, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils avaient du coup un Xyphos, donc c'est une épée moyenne, on va dire. Une épée de taille moyenne, à double tranchant, et du coup le bouclier. Et une ou 2 lances. Ils avaient globalement que ça. Et en fait, là, le truc, c'est qu'on a des armures qui sont extrêmement ouvragées pour tous les personnages. Même les simples soldats ont des armures qui sont techniquement hyper compliquées à faire par rapport à ce qu'ils avaient comme technique et comme fabrication. Donc voilà. Du coup, je suis un peu dégoûtée par rapport à ça et par rapport au costume. Voilà. Mais en soi, ils sont très beaux. Ouais, c'est pas ça la question. C'est-à-dire que le travail derrière est magnifique. Mais il est pas historique. Non, ça a très bien vieilli aussi. Hein. Oui, oui. Sorti en même temps que Van Helsing par exemple, alors que... je suis tout à fait d'accord. 2004. Hein. 2004, il a très bien vieilli. Même par rapport aux effets spéciaux, au fond vert et tout, j'avoue que c'est pas choquant. Puis en plus, moi j'ai vu sur Netflix, donc pas sur... Je sais pas s'il est en HD. Moi aussi, je l'ai vu sur Netflix. Mais il est en version courte sur Netflix. Ouais, c'est dommage. Et c'est très dommage. Après, mais il était sur version longue en juillet. Il était en version longue en juillet, mais sur Netflix. Non, j'avoue qu'il a bien vieilli. Ouais. Tu vois qu'il y a du fond bleu, mais pour moi, ça reste très beau quand même. Oui, clairement. Pour 2004, franchement, c'est très beau. magnifique. Et je trouve qu'on a aussi, puisqu'on en a un petit peu parlé, on a l'essence de la tragédie, qui est en fait oui, ça on n'en a pas tout à fait encore parlé, ça je voulais dire. C'est qu'en fait, moi comment je vois la tragédie, ce sont des décisions effectivement de grands personnages, souvent par avidité, en fait enferment tous les autres du coup dans des conséquences qu'ils n'ont pas prévues. Et alors, dans le récit originel qui sont décidés par les dieux, là, ici, non, mais ce sont des conséquences de leur choix. Mais souvent, on le voit dans le film, c'est l'avidité à chaque fois qu'il les perd, en fait. Agamemnon, concrètement, le fait de jeter ses soldats contre les murailles, mais la pire décision de sa vie, et surtout, pour moi, la meilleure scène du film, quand vraiment Ménélas tombe, il y a un plan qui avance sur la tête de Ménélas petit à petit, et tu vois la tête de Ménélas se déformer, à un moment donné, il fait... comme ça, et tout le monde derrière fait... on y va et tout tranquille. Et vraiment, je trouve que cette scène est hilarante. Mais c'est vrai que Ménélas a une vraie gueule. Il est risible, en fait, oui. Non, il impose un vrai guerrier. Quoi. Oui, il en impose, mais il est con. Ouais, mais alors il est con. Franchement, face à Paris, c'est vraiment... Il voulait le déchirer. Attends, Paris qui est par terre, qui comme un enfant à 4 pattes se réfugie auprès de la cuisse de, non pas de Jupiter, mais d'Hector, c'est risible. Hein. Oui, et moi j'adore le passage parce qu'il était, en plus, moi je me souviens quand j'étais petit et que j'avais lu l'Iliade, merci, Ménélas crie à Hélène, parce qu'il sait qu'Hélène elle le regarde de fond. Tu m'as quitté pour ça. C'est pour ça que tu m'as quitté. Voilà, j'ai trouvé ça génial en fait. C'est vrai qu'il est ridicule, Paris. Ouais, il est ridicule. Là, ça fait un enfant en fait pour le coup. Mais d'ailleurs, elle le dit. C'est le petit dernier de Priam. C'est le petit dernier de Priam et Hector est le grand premier des 80. Et est-ce que vous vous souvenez, Hélène, elle lui dit en fait, quand elle est seule avec Paris, quand ils sont dans leur intimité, elle lui dit un truc genre mais mon amour, tu es très jeune, je sais plus comment elle lui dit. Parce tu es plus jeune que je ne l'ai jamais été. Non, c'est pas ça. Elle lui dit à un moment donné, mais... Non, en gros, parce qu'il lui dit mais viens, on s'enfuit, etc. Elle fait non mais tu connais pas Ménélas. Non, elle lui dit tu es si jeune mon amour. Voilà, c'est ça, tu es si jeune. Ils ont quel âge de différence? Ils ont pas de différence d'âge. Ils ont le même âge? Quasiment. Mais c'est pas par rapport à l'âge en fait. C'est par rapport à la maturité en fait. Elle voit que c'est un enfant. C'est ça. C'est un petit enfant à qui tout lui est dû parce que c'est le petit dernier, on sait qu'il ne régnera jamais sauf si ses 79 frères et sœurs sont morts. Et puis on voit qu'Hector porte toute la responsabilité de ses choix. Mais il dirige l'armée, surtout que dans l'Iliade il dirige aussi l'agriculture du pays parce que concrètement Priam n'est plus en âge de le faire. Enfin, il dirige tout. Donc au bout d'un moment, en fait, Priam,
c'est le roi honorifique de Troie, et Hector c'est le vrai roi qui prend vraiment les décisions concrètement. Enfin, moi c'est ce que je pense, en vrai c'est le président d'honneur. Il a pas plus d'utilité que le président d'honneur. Alors oui, mais sauf que le gros problème... Mais en temps de guerre, le président d'honneur du coup est celui qui décide. C'est que surtout, il prend les décisions malheureusement, et ça entraîne tout le monde. C'est ça. Moi, c'est un petit truc, une petite scène, mais que j'ai bien aimé. Vous savez, justement, quand l'armée grecque se fait attaquer de nuit par les Troyens, et en fait, au départ, on comprend pas, au début, moi, je comprenais pas, pourquoi est-ce qu'ils lancent des flèches enflammées sur le sable, et j'ai trouvé ça très beau, l'idée, vous savez, quand les balles de foin, c'est très beau, ça. Extrêmement. Et après, ça crée des boules de feu, j'ai trouvé ça très beau. Et surtout que des bottes de foin comme ça, aussi énormes, c'est, même si ça va, donc ça traverse tout, concrètement, parce que les tentes sont faites en peau et en bout de bois, donc ça traverse tout. Concrètement, ça détruit tout sur son passage. Si par bonheur, ça s'arrête avant les bateaux, c'est cool. Mais si ça se prend dans les bateaux qui sont entièrement en bois, en plus avec de la peinture et tout, des trucs comme ça, là ça prend encore plus feu. Et le pire dans tout ça, c'est que l'eau sera pas assez haute pour recouvrir l'entièreté de la botte de foin sur la plage. Donc en fait, elle va continuer à rouler et à faire tout le bateau. Donc ça, c'est vraiment une idée de génie. Dans le film, c'est vraiment une idée de génie. Donc voilà. Très bien, écoutez, moi j'ai pas d'autre chose à ajouter. Moi, j'ai 2 petites anecdotes. Et vas-y, on voit. Ils avaient parlé, l'équipe avait nommé la scène de combat entre Hector et Achille la scène maudite. En fait, il y a eu d'abord la blessure de Brad Pitt, qui a dû faire du coup retarder un peu le tournage. Mais à ce moment-là, il y a eu, lorsque Brad Pitt était enfin prêt du coup pour sa scène, les décors en fait ont été détruits, notamment notamment la porte de Troie, par l'ouragan Marty en septembre 2003. Ah merde! Du coup, donc juste avant du coup le duel entre Hector et Achille, et du coup l'équipe a dû tout rebâtir rapidement. Et en fait, ils avaient coupé une bonne partie du décor, justement vite la faire et mettre après en post-production les décors après derrière. Alors qu'à la base, ils avaient vraiment fait tout bien fait. Mais du coup, ça a été tourné où? J'ai pas regardé. C'est en Turquie? Turquie ou Tunisie? Un des deux. C'est Turquie ou Tunisie. Et d'ailleurs, il y a encore le cheval là-bas. Le cheval de Troie est resté là-bas. Ça m'étonnerait pas. Et c'est une statue, parce qu'en fait, le pays a tellement trouvé ça hyper chouette et il y a eu un succès tellement énorme qu'il y a des gens qui font un pèlerinage là-bas en fait. Pour trouver le cheval et pour aller voir le cheval. Moi j'aimerais trop y aller. Mais malheureusement, pour l'instant, je peux pas. Mais c'est vraiment un truc que j'aimerais faire. Et donc il y a le cheval et il y a certains éléments du décor qui sont encore là-bas. Donc, Steven qui regarde, est-ce que tu peux nous éclairer? Oui, je regarde en même temps. Apparemment, le reste. Attendez. Éclairons. Sur l'île de Malte. Ah, Malte, bon, c'est pas loin. Oui, c'est vrai, c'est pas loin de la Tunisie. Au fort Ricasoli, exactement. Fut reconstituée la ville assiégée. Et au Mexique aussi, pour certaines scènes de bataille, apparemment. Donc c'est Malte principalement. D'où, vous savez, la scène dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai trouvé magnifique, avec l'eau et autres. C'est vrai que c'est très beau. Malte, moi j'y suis allé, c'est vrai que oui, elle est très belle cette île, donc je suis pas étonné. Et d'ailleurs, l'acteur du coup dans Sean Bean qui joue Ulysse, ah oui, on a parlé avait été repris pour ce même style de film, notamment pour Percy Jackson où il joue du coup le rôle de Zeus. Oui, c'est vrai. Et oui, il joue Zeus dans Percy Jackson, c'est vrai. Donc lui apparemment aime bien la mythologie grecque. Effectivement. Mais Ulysse, on en a pas beaucoup parlé, je trouve, et pourtant il a sa place. Il est pas mis en avant, mais après là, je pense que c'est pas centré sur lui aussi. Ouais, mais en même temps, c'est pas centré sur lui. En revanche, sur le Christopher Nolan de Ulysse, là, il va être vraiment. Oui, mais on voit qu'il est très influent en coulisses. Oui. Parce qu'il est là où tout se décide en fait. Ouais. Et puis c'est quand même, je trouvais ça pas mal. Alors je sais pas si c'est vrai dans le récit d'Iliade, mais j'ai trouvé ça intéressant. Il est sur le champ de bataille, il voit un grec comme lui qui est en train de faire un petit cheval pour son enfant, et ça lui donne l'idée du cheval de Troie. J'ai trouvé ça pas mal. Non, alors dans le récit original, c'est Athéna qui lui projette dans un rêve en fait qu'il y a une grande sculpture en bois qui du coup rentre et dans la ville et qu'il y a des Grecs qui en sortent. Et il le fait en forme de cheval parce qu'il faut que ça fasse réel pour les Troyens qui voient qu'en fait c'est une offrande à Poséidon, Poséidon étant aussi le dieu des chevaux, pour que du coup ils puissent rentrer correctement. Donc en fait c'est un double message dans le sens où Athéna lui a donné l'idée de la sculpture en bois qui rentre dans la ville avec des Grecs dedans et il met la forme pour que ça fasse genre c'est à Poséidon. Ok. Voilà.
Alors du coup j'étais en train en même temps de poursuivre la petite recherche. Alors oui, à Malte effectivement, apparemment aussi certaines scènes au Mexique, mais en fait la plupart des scènes ont été tournées en studio. Ah, c'est ce qui me semble aussi. Voilà, les immenses studios londoniens de Shepperton. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que tous les gros films tournent souvent en Angleterre? Non. Parce qu'ils payent pas de taxes en Angleterre, d'où pourquoi ils se mettent toujours là-bas. À Los Angeles, du coup, ils payent toujours. Là-bas, ils sont un peu moins stricts là-dessus. D'accord. Du coup, certains films, du coup, sont aussi tournés là-bas. Et il faut dire que l'aspect financier, c'est quand même important. Ah bah oui, c'est pas marrant parce que du coup, tu loues par journée en fait. Bah, surtout quand t'as des acteurs comme Brad Pitt. Comme Brad Pitt qui te demande 15 millions de dollars, tu vois. Et qui en plus font encore 3 semaines. Même moi, je compte 6 dollars en fait. On n'est pas trop sur la même filmographie aussi. Ouais. Et oui, puis il y a quand même une flopée de grands acteurs. Donc Brian Cox, Peter O'Toole, des gros acteurs. Ouais, c'est que ça en fait. C'est un film, enfin cite-moi un acteur qui n'est pas un grand acteur. Bah il y a quand même... Hector à la limite hein. Mais Eric Bana, il est déjà moins. Eric Bana, c'est ça. Eric Bana, ouais. Eric Bana est moins. Il y a aussi Briseis, à l'époque, elle est pas aussi... c'est pas tout connu. Bah oui. Mais mais c'est vrai que je me basais par rapport à maintenant, mais en fait, oui, par rapport à l'époque. Justement, le rôle d'Hector, il est moins connu que Orlando Bloom. Et Diane Kruger aussi, je sais pas à l'époque si elle était... je sais pas. Ouais. J'avais 2 ans, donc je me souviens pas. J'avais un an. Ouais. Très bien. Bah écoutez, pour moi c'est bon en tout cas. Pour moi j'ai rien d'autre à ajouter. Bah écoute, moi aussi. Donc j'invite nos auditeurs à liker, commenter, partager. Oui. Voilà, si ça fait monter le référencement concrètement. Et on espère aussi que, parce que notre ingé son Yoshi a beaucoup travaillé pour cette séance, donc on espère que le son vous sera plus confortable. Exactement, ouais. Et on s'excuse du coup pour les... On s'excuse aussi pour les sons un peu pourris qu'on avait avant, mais là on débute. Donc forcément, faut nous en excuser. D'ailleurs, je sais pas si on va garder notre ingé son. Ouais, non, Yoshi, je pense. Ouais. On va voir. Donc voilà, et ben on vous fait des bisous. Bon, bah à la prochaine. À la prochaine. De nouveaux épisodes. Allez, salut. Salut. Retour dans le cinéma. Oh. Ça c'est moi qui l'ai trouvé ça. Oh. Vas-y, passe. On dirait pas si. Oh le pote. Et le cover en même Balconique. Là, ça fait secte, on se suicide à la première saison. Oh, venez, on fait ça. Pas de gros mots dans ce. Va te foutre. Va te faire. Ah, est-ce que vous l'avez là? Va te faire le faute. Antoine Banderas. Oh, il est fort. Mais oui. Quoi le mot de la fin du making of? Allez tous vous faire. Non, je rigole. Allez,